Alors voilà, on est en 1822. Jean-François Champollion vient de faire un truc de fou. Il a déchiffré les hiéroglyphes. Depuis son bureau à Paris, il a percé un secret vieux de plusieurs millénaires. Mais bon, une théorie, aussi géniale soit-elle, ça ne suffit pas. Pour que tout le monde accepte sa découverte, il doit aller sur place en Égypte. Il doit prouver qu'il a raison en lisant l'histoire directement sur les murs des temples et des tombeaux. C'est le point de départ d'une aventure qui va absolument tout changer. Et il faut bien comprendre que ce n'était pas juste une mission scientifique, loin de là. Pour Champollion, c'était l'obsession de toute une vie. Un rêve de gosse, un projet qu'il avait en tête depuis ses 15 ans et qui, enfin, pouvait devenir réalité. Bien sûr, il y avait l'enjeu professionnel, mais cette quête personnelle, c'était peut-être encore plus fort. Parce que, oui, le point crucial, il est là. Les enjeux professionnels sont immenses. Il faut savoir que ces détracteurs, ils sont nombreux, ils sont puissants. Et pour eux, son système n'est qu'une supercherie, une arnaque intellectuelle. Donc chaque temple, chaque inscription qu'il va rencontrer, ça va être un test. En public. C'est simple, soit il revient en héros, soit sa carrière, sa réputation, tout est fini, pour de bon. Alors attention, on n'est pas du tout dans une aventure improvisée. Ce voyage, il a été préparé, mais alors avec une précision d'horloger. Il y a un vrai plan scientifique derrière tout ça. On va voir ensemble l'ambition intellectuelle qui se cache derrière cette entreprise absolument folle. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Avant 1828, qu'est-ce qu'on sait vraiment de l'Égypte ancienne en Europe ? Pas grand-chose en fait. On connaît les pyramides, bien sûr, quelques statues, et puis on a les récits des auteurs grecs qui sont un peu comme un filtre. Mais la voix des Égyptiens eux-mêmes, leur histoire racontée avec leurs mots, elle est complètement muette. On ne sait rien de leur vie tous les jours, de leur société, de leur artisanat. C'est un immense point d'interrogation. Et justement, les ambitions de Champollion, elles sont gigantesques. Ce n'est pas juste un type qui veut aller lire des noms de pharaons sur des cailloux, non. Lui, ce qu'il veut, c'est reconstituer une civilisation entière. Son histoire, ses arts, sa religion, son économie, tout. Sa quête, au fond, c'est de redonner la parole à tout un peuple qui est resté silencieux pendant des millénaires. Bon, avoir un plan aussi ambitieux, c'est une chose. Le mettre en œuvre, c'en est une autre. Passer de l'idée à la réalité, ça n'a pas été simple du tout. Il a fallu se battre avec la politique, la bureaucratie, la logistique. Un vrai parcours du combattant pour lancer une expédition de cette ampleur. Et ce calendrier, il parle de lui-même. Regardez bien, plus d'1 an entre le moment où il finalise son plan et le départ effectif. Il a fallu convaincre tout le monde, les diplomates, les ministres, et même le roi Charles X en personne, pour débloquer les fonds et obtenir un navire. On imagine à quel point cette attente a dû être longue, insoutenable pour Champollion. Et puis, enfin, l'arrivée. Et là, il y a ce geste, raconté par Champollion lui-même, qui dit tout. Je baisais le sol égyptien en le touchant pour la première fois après l'avoir si longtemps désiré. C'est puissant. Toute l'émotion est là. Le rêve du gamin de 15 ans devient réalité. Maintenant, le vrai travail peut commencer. Et bien sûr, il n'était pas seul pour cette aventure. Il avait monté une véritable équipe de choc, une collaboration franco-toscane. On trouve un architecte, 5 dessinateurs pour tout copier, des scientifiques, vraiment rien n'a été laissé au hasard. Ils avaient des instruments d'optique, du matériel médical et même 2 bateaux, l'Isis et l'Hathor, qui allaient leur servir de maison et de laboratoire flottant sur le Nil. Ok, l'équipe est sur place, mais ce n'est que le début. Débarquer en Égypte, c'est une chose. Avoir le droit d'y travailler, d'explorer, c'en est une autre. La toute première étape, c'est donc de se plonger dans l'ambiance bouillonnante d'Alexandrie et, surtout, d'obtenir les autorisations officielles. Et pour ça, tout repose sur une seule rencontre, mais une rencontre capitale, celle avec le maître de l'Égypte, le vice-roi Mohamed Ali. Il fallait le convaincre que cette mission scientifique était sérieuse et importante. Et heureusement, ça a marché. Le vice-roi était fasciné par le projet et a tout de suite accordé sa protection et même des gardes pour assurer leur sécurité. Ça y est, la route vers le sud, vers le cœur de l'Égypte ancienne, est enfin ouverte. L'expédition commence donc à remonter le Nil. Après un passage obligé par les pyramides, l'équipe s'arrête à un endroit que tout le monde considérait comme secondaire, un peu sans intérêt, les tombes de Beni Hassan. Personne, mais alors absolument personne, ne pouvait imaginer ce qu'ils allaient y trouver. Pour bien comprendre le choc de la découverte, il faut se souvenir de l'image qu'on avait de l'Égypte à l'époque. C'était un art qui parlait des pharaons, des dieux, de la mort, des grandes batailles. Un monde très solennel, très grandiose. Eh bien, ce que Champollion s'apprête à découvrir à Beni Hassan, ça va faire voler en éclats cette vision. Complètement. Le moment de la découverte est juste incroyable. Imaginez,
Les premiers membres de l'équipe qui entrent dans les tombes reviennent super déçus. Ils disent que les peintures sont ternes, quasi effacées. Mais Champollion, il insiste, il veut voir par lui-même. Et là, un geste tout simple va tout changer. On prend une éponge humide, on la passe sur un mur, et là, miracle, des siècles de poussière s'en vont. Et en dessous, des peintures éclatantes, avec des détails d'une précision folle apparaissent. Ce qui devait être une petite visite d'une journée va se transformer en un marathon de 15 jours de copies non-stop. Dans ses lettres, Champollion, toujours un peu modeste, parle d'une moisson immense. Mais immense, le mot est presque faible. Ce qu'ils ont sous les yeux, ce n'est rien de moins qu'un livre grand ouvert sur la vie quotidienne en Égypte ancienne. C'est une véritable encyclopédie en images, peinte sur les murs il y a des milliers d'années. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette moisson ? D'abord, la base de tout, l'agriculture. Sous leurs yeux, il y a des scènes de la vie des champs, mais avec un niveau de détail incroyable. On voit les différents types de charrues, les semailles, la récolte, mais aussi la culture de la vigne, l'élevage des animaux. C'est toute l'économie rurale de l'époque qui reprend vie, là, sous leurs yeux. Ensuite, on passe au monde de l'artisanat. Et là aussi, c'est la folie. On voit des sculpteurs en train de travailler la pierre, des peintres devant leur chevalet, des potiers, et même des souffleurs de verre dans leur atelier. C'est une fenêtre complètement inédite sur l'industrie, sur la technologie de l'époque. Chaque métier est montré avec une précision quasi documentaire. Et enfin, la vie sociale, la vie des gens, tout simplement. Il y a des scènes de lutte avec plus de 200 prises différentes, des soldats à l'entraînement, mais aussi les loisirs, des musiciens qui jouent de la harpe, des danseurs en plein mouvement, avec même le nom des passes écrit juste au-dessus, des gens qui jouent, qui chassent, qui pêchent. Pour la première fois, les Égyptiens anciens ne sont plus des figures figées dans le marbre. Ce sont des êtres humains avec une culture, une vie, des passions. Et il faut faire une pause et se souvenir. Tout ça, ça vient d'où ? Ça vient d'une seule théorie. La théorie controversée d'un seul homme qui a osé dire « Moi, je peux lire ce qui est écrit sur ces murs ». Eh bien la preuve, la voilà. Rien qu'à Beni Hassen, son équipe va réaliser plus de 300 dessins. Des copies ultra précises de ces scènes. Et sans sa clé de chiffrement, toutes les petites légendes à côté des images n'auraient aucun sens. Chaque dessin, chaque mot copié, c'est une preuve de plus. Sa moisson immense, c'était aussi et surtout la preuve irréfutable qu'il avait raison. Mais attention, cette découverte, aussi incroyable qu'elle soit, ce n'est pas la fin de l'histoire. Loin de là. Pour Champollion, ce n'était qu'une étape, un avant-goût avant le vrai plat de résistance. Cette petite phrase qu'il écrit juste avant de partir de Beni Hassen dit tout de son état d'esprit. Thèbes est là, et on y arrive toujours trop tard. On sent l'urgence, l'impatience. Il sait que plus au sud, la grande capitale des pharaons, Thèbes, l'attend, avec ses temples gigantesques, ses palais, et il a peur de manquer de temps pour tout voir, pour tout lire. Et du coup, la question est logique et elle est vertigineuse. Si de simples tombes de gouverneurs de province ont pu révéler autant de choses sur la vie quotidienne, quel secret incroyable attendait l'expédition sur les murs des immenses temples de Karnak ou de Luxor ? Qu'allait-il apprendre sur les pharaons, leurs guerres, leurs croyances, au cœur même de l'Empire ? En fait, la plus grande aventure de l'égyptologie ne faisait que commencer. Essayez d'imaginer la scène. Après des années et des années penchées sur des copies de textes, Champollion arrive enfin à Thèbes. L'ancienne et grandiose capitale des pharaons. La nuit tombe. Et là, à la lueur d'une simple torche, il découvre le temple de Karnak. Les mots qu'il utilise dans ses lettres, on sent le choc esthétique, intellectuel. C'est tout simplement le rêve de sa vie qui est en train de prendre forme, là, sous ses yeux. Pour Champollion, arriver à Thèbes, c'est vraiment le moment de vérité. Toute sa méthode de déchiffrement patiemment élaborée à Paris, allait-elle tenir la route face à l'épreuve du terrain ? C'est là que tout se jouait. L'histoire allait soit valider son génie, soit réduire son travail à néant. Et alors, pendant 4 jours, il est juste inarrêtable. C'est une véritable course folle à travers les temples, les tombes. Il court de Karnak à Médina Tabou, il file dans la vallée des rois. Il est complètement submergé par la quantité d'inscriptions, par la grandeur des lieux. Chaque mur pour lui, c'est une page d'histoire à ciel ouvert, une immense bibliothèque de pierre qui attendait son tout premier lecteur. Mais ce qui est super intéressant, c'est sa stratégie. Il comprend très vite que ces 4 jours ne sont qu'un avant-goût, une reconnaissance. Il sait très bien qu'il lui faudrait des mois pour tout copier. Alors que fait-il ? Il prend une décision, il continuera son voyage vers le sud, en Nubie, et reviendra ici plus tard, pour 6 mois entiers, afin de mener ce qu'il appelle une récolte immense de faits historiques. La grande moisson attendra. On passe maintenant à la suite du périple.
L'expédition quitte donc Thèbes et commence à remonter le Nil, cap au sud, vers la Nubie. Et là, on est loin de la croisière tranquille. C'est une véritable course contre la montre qui s'engage. Le rythme est vraiment intense. Jugez plutôt. Ils partent de Thèbes le 26 novembre et le 5 décembre, donc à peine 10 jours plus tard, ils atteignaient déjà Philae, qu'on considère comme la porte de la Nubie. Cette chronologie nous montre bien à quel point ils avancent vite, d'un site à l'autre, chaque étape étant une potentielle découverte cruciale. Et ceci illustre parfaitement l'urgence de sa mission. C'est frappant. À Edfou, il trouve un temple presque parfait. Il écrit « Celui-ci est intact ». Un miracle. Mais quelques jours plus tôt, à Elathia, c'est la désolation. Il découvre que les temples ont été démolis il y a peu de temps pour construire un quai. Là, il prend une claque. Il comprend que s'il ne se dépêche pas de tout copier, ses inscriptions pourraient disparaître à tout jamais. Il arrive enfin sur l'île sainte de Philae, un lieu d'une beauté à couper le souffle. Mais là, l'expédition doit marquer une pause forcée. Et oui, le grand égyptologue reste un homme, une violente crise de goutte le terrasse et le cloue au lit. Ça nous rappelle que même au milieu de ces merveilles, les défis physiques du voyage sont bien réels. Une fois remis sur pied, Champollion et son équipe franchissent la première cataracte du Nil. Et ça y est, ils entrent officiellement en Nubie. Ils pénètrent dans un monde totalement différent, plus aride, plus sauvage, et ils ne sont clairement pas au bout de leur surprise. D'ailleurs, il y a un détail absolument savoureux dans ces lettres. Il raconte qu'à l'instant même où il passe le tropique du concert, donc en entrant dans la zone torride, toute l'équipe se met à grelotter de froid. Ils sont obligés de s'emmitoufler dans leur manteau. Une anecdote qui casse un peu l'image d'Épinal du désert où il ferait toujours 40 degrés à l'ombre. L'objectif, il est clair, aller le plus au sud possible, jusqu'à la deuxième cataracte. Sur le chemin, il passe devant de nombreux temples, comme à Kalapché, Dandour ou Daké. Mais il ne s'y arrête pas longtemps. Champollion, toujours aussi méthodique, prend des notes et coche chaque site sur sa liste pour une étude bien plus poussée sur le chemin du retour. Et là, on arrive au point culminant de l'expédition en Nubie, le but ultime de ce long voyage vers le sud, les temples absolument spectaculaires d'Ibsamboul que le monde entier connaît aujourd'hui sous le nom d'Abou Simbel. 61 pieds, ça fait presque 20 mètres. C'est la hauteur de chacun des 4 colosses de Ramsès II qui gardent l'entrée du grand temple. Ce simple chiffre, ça donne une idée de l'échelle complètement écrasante du monument. La vision devait être, absolument stupéfiante. Et qu'est-ce que Champollion en pense de cette merveille ? Pour lui, c'est sans appel. Il écrit que le temple d'Istanbul vaut à lui seul le voyage de Nubie. Et il ajoute même que c'est une merveille qui rivaliserait sans problème avec les chefs-d'œuvre de Thèbes. Venant de l'homme qui venait de découvrir Karnak, c'est le plus grand compliment possible. Mais voilà, il y a un obstacle majeur qui se dresse devant eux. Le sable. Des tonnes et des tonnes de sable, accumulés par le vent, qui bloquent presque complètement l'entrée du temple. Il décrit ça comme « ce sable infernal qui menace de tout engloutir ». Avant même de pouvoir étudier quoi que ce soit, la première mission, c'est juste d'arriver à entrer. L'exploration va être une véritable épreuve physique. Il faut d'abord faire déblayer le sable par des locaux, puis se glisser à plat ventre dans une toute petite ouverture. À l'intérieur, c'est l'obscurité la plus totale, un air irrespirable, et il faut tout explorer, les 16 salles du temple, à la seule lueur de quelques bougies. Et puis, il y a la chaleur. Une chaleur infernale. Champollion l'a décrit comme la bouche d'un four. Il se retrouve dans une atmosphère à 51 degrés Celsius. C'est une fournaise tellement humide et étouffante qu'ils doivent se déshabiller presque entièrement pour y pénétrer et s'enrouler vite dans des couvertures en sortant pour éviter le choc thermique. C'est juste fou. Mais la récompense est à la hauteur de l'effort, et même au-delà. Une fois à l'intérieur, il découvre que le temple est dans un état de conservation parfait. Une salle immense soutenue par des colosses de près de 10 mètres de haut et des murs entièrement couverts de bas-reliefs magnifiques qui racontent les victoires militaires de Ramsès. Un trésor historique inestimable, intact. Alors, au final, que faut-il retenir de ce voyage aussi épuisant qu'extraordinaire ? Eh bien, au-delà de l'aventure humaine, cette expédition a eu des conséquences scientifiques absolument fondamentales et durables. En fait, ce voyage a tout changé. Premièrement, il a validé sur le terrain, face à des milliers d'inscriptions, que sa méthode de déchiffrement fonctionnait. Deuxièmement, il a permis de copier des scènes historiques entières, sauvant de l'oubli des pans entiers de l'histoire pharaonique qui étaient menacés. C'est sur la base de toutes ces données, collectées dans des conditions extrêmes, que l'égyptologie est vraiment née en tant que science. On termine avec cette question. Quand on pense qu'il a vu de ses propres yeux des temples être démolis, Champollion a compris avant tout le monde l'urgence de sa tâche. Son travail acharné, cette véritable course contre la montre, nous a légué une mémoire de pierre qui, sans lui, aurait très bien pu retourner à la poussière.
Une pensée qui donne un peu le vertige, non?